Aujourd'hui, sous le regard des élans, nous vous emmenons à l'extrémité nord de notre parcours dans la petite ville de Tuktoyaktuk. Bonjour. Hello. Alors on repart du parc de Denali qui est déjà, comme on l'a expliqué largement la semaine dernière, dans le Grand Nord et dans le wild dont on a parlé abondamment. Et pour expliquer ce qu'on va faire cette semaine, il faut peut-être en revenir à l'itinéraire tout entier du Tour du Monde, parce qu'on avait vaguement dans l'idée de rejoindre les points extrêmes des continents, et notamment Ushuaia. Tout le monde sait qu'Ushuaia c'est tout à fait en bas de l'Amérique et à quelque part dans le nord. Et on avait imaginé à un moment donné d'aller jusqu'à Prudhoe Bay, qui est en Alaska et qui est pas loin de l'océan glacial arctique. Il y a en gros deux routes qui montent tout à fait au nord de l'Amérique. Il y a une route qui s'appelle Dalton Highway qui monte à Prudhoe Bay, qui est en Alaska, et puis il y en a une autre qui s'appelle la Dempster Highway. Les deux sont également mythiques, on va dire, parce que les deux correspondent à des bouts du monde différents. Et nous, on n'avait pas fait un choix très clair encore à ce moment de notre itinéraire. On avait, à vrai dire, même plus précisément, renoncé à aller tout là-haut. On trouvait que c'était quand même trop difficile pour Oscar, parce que c'est quand même plusieurs jours pour monter. C'est une piste sans assistance, donc on s'était dit qu'on montait pas jusqu'en haut, que c'était pas très grave. Et puis nos amis Coco et Christian nous ont dit mais venez avec nous, on sera là, un peu comme quand on avait fait ça au Mexique. Être à deux, c'est quand même plus rassurant. Oui. Alors nous, pour nous, l'essentiel était fait quand on était en Alaska. On envisageait de faire ce demi-tour. Et puis Christian, qu'on côtoyait depuis une dizaine de jours peut-être, a commencé à mener une opération de séduction et d'influence pour nous encourager à venir d'abord au début de la piste, puis à mi-piste jusqu'au cercle polaire, puis tout au bout de la piste. Et finalement, c'est ce qui s'est fait. C'est un itinéraire qui s'est dessiné en cours de route, mais qui n'était pas vraiment prévu. Alors donc, on va vous raconter l'histoire de la Dempster Highway et notre montée vers le Grand Nord. Mais puisqu'on commence à Denali, il faut d'abord rejoindre le début de cette piste. Alors, ça suppose un passage de frontière, parce que l'Alaska, donc, c'est un territoire américain, et la Dempster Highway est une route canadienne. Donc il faut passer la frontière. Et ce passage de frontière se fait par une route qui est aussi assez mythique en son genre, qui s'appelle Top of the World Highway. Nous nourrissions d'assez grands espoirs au sujet de cette route, notamment parce qu'un douanier, 2000 km ou 3000 km plus au sud, quand nous étions rentrés pour la première fois au Canada, je crois, nous dit, mais moi je viens de là-bas, il faut absolument que vous preniez cette route, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'animaux. Donc on s'est dit, lesquels, allons-y. Et en fait, on n'en a pas vu. À vrai dire, au détour d'un virage, on a vu une maman élan avec ses deux petits. Plus clair donc on a fait très attention, parce qu'on sait que les femelles, quand elles ont des petits, elles sont un peu protectrices et donc agressives. Donc on a tout de suite coupé le moteur et on est resté longtemps à voir ces deux petits, et elle était vraiment en confiance. Donc elle nous a laissé photographier ou filmer sous toutes les coutures. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu à ce moment-là en termes de vie sauvage. Et puis on a passé, et là on s'était déjà constitué un convoi peu avant le passage de la frontière avec Coco et Christian. Donc on était à deux véhicules et on a pu se filmer comme ça mutuellement. On a passé la frontière dans une ambiance assez particulière, parce qu'on a essuyé une tempête de neige glacée à cet endroit-là. Voilà, là on quitte l'Alaska, sous la neige, sous les grêlons. Vive l'Alaska, on retourne au Canada. Donc on n'avait pas d'animaux, mais on avait un climat qui en tout cas évoquait le Grand Nord à ce moment précis de notre passage. Et puis c'était rigolo, parce que comme on était deux véhicules, franchement, on a beaucoup ri. Oui. Par talkie-walkie interposé, c'était vraiment drôle. Ouais, ça faisait un petit peu expédition. En fait, vous n'entendez pas quand on vous parle. Ouais, j'avais coupé le volume à cause du douanier. Ah, ok. Ça y est, on vient de nouveau de rentrer au Canada. On est sur une piste réputée excessivement glissante, donc on espérait vraiment la prendre
partant sec. Et il s'avère qu'on est sous la grêle, donc on va aller et sous les orages, sous les éclairs, je ne sais pas si vous avez vu. Donc j'espère que ça va aller. Manu, tu vas doucement s'il te plaît. Ouais. Doucement. T'imagines, moi, c'est la taille des grêlons, là. Ça va pas. Hein? Comment? Écoute, faut voir le bon côté des choses. La route, elle est pas mouillée, elle est glacée. Et de deux, plus la lourde on va, on économise du carburant. Alors qu'en fait, bon, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de risque particulier. Non, bah attends, parce que n'était pas c'est encore- passé, mais on ne savait pas. Quand on a passé la frontière, au moment où on a passé la frontière et qu'il a commencé à neiger et grêler, on n'en menait pas large parce qu'on ne savait pas si ça allait durer, empirer. Bon, ça s'est bien terminé, ça a été très ponctuel. Et puis après, donc, l'escale structurante se fait à Dawson City. Alors, Dawson City, c'est une Mais petite pour ville. rejoindre Dawson, d'abord, il faut passer un bac. Hein. En fait, c'est l'arrivée à Dawson City qui se fait par le bac. Oui. Et ce bac, en fait, c'est sur la Yukon River. Et c'est une zone qui est connue dans l'histoire parce que c'est une des zones principales de la ruée vers l'or. Ceux qui connaissent Picsou Magazine savent que Oncle Picsou a fait sa fortune comme chercheur d'or au Klondike. Manu cherche de l'or. Apparemment, c'est pas. Mais mon ma passoire, elle a des trop gros trous. Et tu verrais quand même des suspensions s'il y en avait. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de toute façon. Elle est hyper claire. Nice, cherche l'or. Mais cherche l'or au lieu de faire la fête. Nice, va chercher l'or. Allez. Oh là là, Un peu quand même. Manu, il a trouvé une paillette. Elle est où? Mais il y a quelqu'un qui me l'a volé. Elle est là. Elle est là, regarde. Elle est là. Regarde. Mais c'est une paillette d'or, je te dis. Et j'en ai peut-être d'autres. Et c'est cette zone-là du Yukon Klondike en fait qui a correspondu à un essor, enfin une ruée vers l'or, ruée vers gold, l'or, gold rush, et avec tout ce qui allait, c'est une petite ville, ses commerces, ses bordels, ses banques, ses acheteurs d'or, ses commerces de fourrure aussi, parce qu'il y avait des trappeurs qui étaient là. Et donc, c'est une ville qui est assez ancienne dans sa construction et qui a donc une partie historique. On peut voir des vieilles locomotives, des machines à vapeur. On a visité un petit musée. Oui, franchement, on n'a pas assez de temps, même si on a plus de temps que la plupart d'entre vous. On n'a pas assez de temps pour s'arrêter, mais je pense que Dawson City est vraiment une jolie petite ville et très agréable à vivre. C'est le jour le plus animé de l'année. C'est vrai en plus, hein. Parce que comme on est au solstice d'été, c'est pour ça qu'on va doucement, c'est qu'on regarde, parce que parfois il y a des manifestations, il y a un peu de fête. Là, c'est mal parti. Artist Market. Rien du tout. Et ce qui caractérise Dawson City, c'est aussi la présence dans les environs immédiats, à quelques kilomètres, d'une montagne arrondie, une colline arrondie. Qu'on appelle le Dôme. Quand on est arrivé, on a sur le demandé trajectoire du soleil. à l'Office Center ce qu'il y avait à faire. Elle a dit ce soir il y a la fête au Dôme. Ok, bon, on va y aller. C'est un lieu un peu festif et puis avec une ambiance bon enfant. Pour autant, c'est pas devenu non plus un lieu de tourisme de masse. On était quelques dizaines, je crois, de personnes. Ah non, on était nombreux, mais on n'était pas beaucoup de touristes. Oui, alors en plus, c'est une affluence qui est plutôt locale. C'est des locaux qui montent Plutôt local. à pied ou en voiture et avec des packs de bière plein le coffre. Nous, on est arrivés, on était les premiers pratiquement avec Coco et Christian. On s'est garé vraiment avec une vue incroyable sur la rivière. C'était vraiment très joli. Et puis rapidement, on a quand même été rejoints par des dizaines de voitures et donc par conséquent des dizaines de personnes qui étaient venues là clairement pour faire la fête. Ouais, c'est le soleil de minuit. Tout le monde est là-haut pour aller voir le coucher de soleil. Mais il se couche pas. Mais il va pas se coucher. Il refuse de se coucher. Il va se coucher, mais vraiment pas longtemps. On va aller voir ça ensemble. Et c'était je sais pas, une ambiance de mini festival. Donc que des babacools. Voilà, c'est très post-hippie comme ambiance, mais vraiment bon enfant. On cherche
cherchait les descendants des hippies, en fait, en quoi ils avaient muté. Voilà. On les a trouvés. Parce que là, vous n'avez pas les odeurs. Et puis il commençait à faire frais. Et donc ils ont voulu faire des feux. Ils sont arrivés, les gars, avec des branches entières qu'ils avaient été chercher je ne sais où. Pour faire le feu, ça partait dans tous les sens. Mais c'était très chouette. Regardez ça, notre Oscar. Il y a quelqu'un qui l'a dessiné. I'm trying my best. It's very good. Mais non. Et ça coûte cher. Ça a beau être une sorte de lieu de culte, dans le sens où les premières personnes qui sont montées sur le dôme pour voir le solstice d'été l'ont fait il y a, je crois, plus de 100 ans, et qui est devenu, mais historiquement, parce qu'en fait ça fait très ancien, une sorte de lieu de pèlerinage pour le soleil de minuit, parce que, alors on n'a pas encore passé le cercle polaire arctique, donc le soleil se couche quand on est fin juin, comme nous l'étions à ce moment-là. Là, on y était 21 juin exactement. Donc au moment du solstice, évidemment le solstice a une valeur particulière là, puisque c'est la nuit la plus courte. Alors la nuit est pas inexistante, puisqu'on n'a pas passé le cercle polaire, mais le soleil ne se couche pas au sens où on a une sorte de long crépuscule qui dure pendant plusieurs heures. Le soleil tangente l'horizon et puis remonte légèrement. On a bien aimé, c'était vraiment un moment, puisque évidemment le moment où le soleil se couche, mais pour quelques minutes seulement à minuit, enfin en fait il était passé minuit déjà, le jour du solstice d'été, évidemment c'est un lieu, mais c'est surtout un moment. Et donc on était content d'être là, un peu par hasard, précisément. C'est complètement par hasard. Et franchement, on n'oubliera pas ce moment. Et puis après, on est allé dormir aussi dans un endroit, parce que la nuit se couche, je sais pas, à 1h30 du matin, un truc comme ça. Dans les environs immédiats du dôme. Oui, où là aussi on était garés. On avait une vue sur le dôme en fait, de là où on était garés. Oui, on était garés chez quelqu'un qui s'occupe des incendies de forêt. Oui, qui fait une veille visuelle au sujet des incendies de forêt. Oui, donc il a un petit promontoire et il est venu discuter avec nous le matin, c'était bien. Et voilà, et donc là, on a pris la route et on n'était plus qu'à une 50aine de kilomètres de l'embranchement pour la Dempster Highway. Donc la Dempster Highway, c'est une de ces routes, je crois qu'il y en a 4 ou 5 dans le monde qui passent le cercle polaire arctique. Il n'y en a aucune qui passe le cercle polaire antarctique parce qu'il n'y a plus de continent en fait, donc a fortiori il n'y a plus de route. Et donc c'est une des routes les plus au nord du monde, c'est pas la route la plus au nord du monde, mais nous on s'était fait un peu prier pour s'engager sur cette route, mais on l'a fait donc en convoi encore une fois avec Coco et Christian. Et tout s'est quand même très bien passé parce que la route était en meilleures conditions qu'on aurait imaginé. Oui, alors tout le monde nous l'avait dit, on l'avait lu, c'est assez dangereux parce que soi-disant que les camions vont vite. Eux, ils sont équipés pour et ils nous doublent ou ils nous croisent et par conséquent, les pare-brises volent en éclats parce ou sont impactés. C'est une route de gravier. Voilà. Et donc nous, notre plus grosse hantise depuis 5 ans, c'est de se faire péter le pare-brise parce que là, on serait quand même drôlement embêtés pour retrouver un pare-brise pour Oscar, c'est clair. Donc à chaque fois qu'on voyait un camion, on se précipitait pour tenir le pare-brise. Or, il s'avère que les gars ne vont pas assez vite que ça et qu'ils sont... Enfin, en tout cas, sur nos 2 trachés aller-retour, on n'a pas eu de problème. Ils sont très respectueux. Ils nous voient arriver, ils freinent, ils nous font des petits signes. Donc, je crois qu'on a eu 1 ou 2 impacts mineurs qu'on va réparer quand on pourra, mais c'est pas grand-chose. Non, et surtout la route elle avait été entretenue et donc elle était en bon état. On ne peut pas dire qu'une route est en bon état ou en mauvais état dans l'absolu parce que ça dépend du dernier passage de la machine. Et là, franchement, il n'y avait pas de difficulté. La seule difficulté qu'on a rencontrée, c'était celle de l'isolement parce qu'on a quand même des très longues distances et les postes à essence sont espacés d'environ 400 km. Donc, et il y en a 3 sur la route, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être assez autonome. Si jamais il y a un pépin mécanique, il faut être capable de réparer soi-même plus ou moins parce que le coût d'un dépannage serait absolument exorbitant. Donc on était assez prudent en somme et on avait comme idée d'aller jusqu'à la moitié, puis peut-être jusqu'au cercle polaire arctique, ce qu'on a fait. Oui. Et puis après on s'est un peu fait prier par Coco et Christian parce qu'on savait qu'ils voulaient qu'on les accompagne, mais on a décidé finalement en cours de route, au vu de la facilité relative du premier segment, de continuer. Oui, il faisait beau, la piste était bonne, on s'est dit bon ok, on y va. Et voilà.
Ouais, c'était facile finalement. Comme toujours. La première moitié de la Dempster Highway, il y a des personnes qui s'arrêtent là parce qu'il y a un parc national, on peut randonner un petit peu. Nous, elle ne nous a pas éblouis par la géographie. Il y a un petit peu de relief et d'ailleurs parfois Oscar peinait un peu sur les longs faux plats. C'est pas du tout que les cols soient raides, au contraire, mais c'est juste que les distances sont très longues. On n'a pas eu à un moment donné le sentiment qu'il fallait s'arrêter pour marcher parce que le paysage était trop monotone, je dirais. Après, c'est autre chose. Plus on monte et plus le niveau de conscience d'être dans le Grand Nord augmente parce que la végétation change. Une fois qu'on a passé les derniers escarpements, on descend par une très longue route qui va affleurer au niveau de la mer et on rentre d'abord dans une succession de bras d'eau qu'il faut traverser. Donc il s'agit là de prendre des bacs. On prend 2 bacs en succession. Allô, Martinet, Toursois. Village Toursois, 5/5. C'est bon, là, on est en arrivée, on est à 1 km à peu près de l'embarcadère. C'est une occasion assez sympathique d'interagir un petit peu avec la population locale. On n'a jamais embarqué aussi vite, on était à pleine bourre sur la route et hop, nous voilà sur le bateau. Ouais. Alors que quand on réserve, souvent c'est Ouais. 1 heure d'attente, 2 heures d'attente. Alors. Ils font les idiots, ils disent qu'ils ont l'impression qu'ils conduisent côte à côte sans chaos. Ouais. Hein? Il est à combien là? Quoi? Maintenant, j'ai plus que ça moi pour conduire. Donc là, on est à 74. Et le prochain, il est à 142. Ça nous fait 68. Ouais, c'est facile. Allez, c'est reparti pour un tour. Il y a 2 semaines, on n'aurait pas pu prendre le bac parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Le bateau ne tournait pas. Donc on a encore une fois de la chance. En fait, le bateau, il n'avait pas de moteur. On était tiré par un câble. Mais ça nous arrête quelques dizaines de minutes. Et puis C'est tout, 2 c'est pas bacs, là, on prend. deux bacs en succession. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, surtout pour les voyageurs qui nous suivent. Enfin, je veux dire qui nous suivent physiquement, parce que ça peut être utile. Le bateau, on a été dans le même bateau avec Coco et Christian, nos amis, et on est parti d'ici. Et la traversée est très courte, et il s'est arrêté là. Je vois pas bien là. Et Christian, ne sachant pas, il est descendu. Ils ont fermé et ils sont restés de l'autre côté. Et on a attendu un peu et le bateau est reparti. Et il a simplement fait un aller-retour comme ça. Et du coup, Manu est allé voir les gars en leur disant non mais notre ami savait pas, donc ils sont bloqués de l'autre côté. Donc normalement, ils vont aller les chercher. Donc faites attention si vous prenez ce bac pour monter jusqu'à l'océan Arctique. Normalement, le bac, il dessert le Bladoutel les mercredis et vendredis. Alors, j'ai négocié le truc pour 20 $. Il va venir te chercher. Donc, tu me dois 20 $. Bon, alors je te remercie beaucoup. Pour 20 $, je préfère revenir de l'autre côté. C'est un crédit, non? Allez, on est quitte pour le saumon, comme ça, c'est bon. Ce qui est marrant quand même, je trouve, moi, c'est les distances. Parce que quand on voit les panneaux indicateurs des villes qui vont se succéder, c'est 200 km, 400 km, 800 km pour arriver à Tuktoyaktuk. À cet endroit, la faune se fait rare. On a encore eu l'occasion. Alors, on a eu une rencontre qui était très réussie avec un petit renard en bord de piste. Affamé. Oui, sans doute pas humanisé, je ne pense pas qu'il Ah non, pas du tout, il était le... même très peureux, mais Ouais. il était maigre, mais maigre. Il était en train de chasser le pauvre.
Et puis, mais bon, il était très graphique, comme souvent les renards, hein, Oui. parce que les renards ont un regard en fait assez direct, hein, assez inquisiteur, hein, et donc ça donne souvent de jolis plans. Plus loin, on a vu un élan aussi. Alors ça, c'est une autre histoire, puisqu'on était à ce moment-là avec Coco et Christian, et on s'est arrêtés ensemble. Bien souvent, on était à quelques minutes, quelques dizaines de minutes l'un de l'autre, mais là, on était vraiment ensemble, et donc on a pu s'arrêter. Et on a pu approcher l'élan avec le drone, donc c'était amusant d'avoir à la fois les plans au téléobjectif, mais l'animal était quand même très loin, et puis au drone, et là de beaucoup plus près. Donc Christian nous a donné ses plans pour qu'on puisse montrer à quoi ressemble vraiment la vie de l'élan dans la végétation, au naturel, bien loin de la route. Avec ces bois qui ne sont pas encore complètement Formé. donc c'est le début hein, seulement. Mais c'était joli. Enfin, c'était joli. C'était joli avec le drone, parce qu'à l'œil nu, on voyait quand même pas grand-chose. Et là, on entame donc une zone qui est beaucoup plus marécageuse aussi, avec des grandes étendues d'eau. Donc c'est très graphique pour faire des plans vus du ciel. Hein. C'est très joli parce qu'on a autant de vert que de bleu, beaucoup de reflets aussi. Et puis on a l'impression d'être dans un paysage qui n'est pas forcément ultra spectaculaire dans l'absolu, mais qui correspond à une zone, à un type de couvert végétal qu'on n'avait jamais vraiment vu comme ça, c'est-à-dire c'est la zone subarctique tout simplement, donc elle est très particulière dans son genre. On ne connaît pas le détail des espèces végétales qui constituent l'écosystème, mais il y a beaucoup de lichens, en particulier beaucoup de lichens, de mousses, enfin des végétaux qui sont ultra résistants au grand froid. Et puis l'autre phénomène qui est caractéristique du Grand Nord, c'est vraiment les moustiques. Hein. Parce que quand nous avons traversé cette zone, il faisait assez exceptionnellement beau et chaud. Alors, assez chaud, mais surtout très beau. Et puis le soleil se couche puisqu'on a passé le cercle polaire arctique et on est aux alentours du solstice. Donc le soleil ne se couche plus du tout, et quand il n'y a pas de nuages, eh ben, les moustiques prolifèrent en fait, parce qu'ils ne sont jamais au repos. Et pendant toute la nuit, potentiellement, les moustiques sont là. Et après, ça dépend en fait. Le niveau d'infestation de moustiques dépend à quelques centaines de mètres près de l'endroit où on se pose. Et il arrive que ce soit absolument infernal. C'est-à-dire non, mais on ne peut même pas vous décrire comme c'est nerveusement difficile. Quand on commence à dormir et quand on se couche, et qu'on fait très attention, qu'il n'y a rien, qu'on éteint, et que là, c'est des centaines, quand je vous dis des centaines de moustiques qui arrivent de on ne sait pas d'où. Horrible. Horrible. Alors, c'est vrai qu'Oscar, il n'est pas complètement joint. Il y a des endroits tout petits, hein, même qu'on ne voit pas, mais les moustiques les trouvent. Et une nuit, ça a été le carnage. Elle marche plus, je crois. Elle marche plus. J'en avais 2 posées dessus, j'ai pas réussi à l'avoir. Et hop, alors qu'il me piquait. Faut changer les piles. J'en ai pas d'autres. Ça, depuis le début, je sais. Depuis le début, est-ce que je me suis posé une seule minute? Non. Si je vais chercher les piles, ils vont me piquer. Je crois que tu te rends pas compte comment je suis. Hein. J'en ai partout, des piqûres, partout. Je descends. Je descends pour chercher le tournevis. Oh, regarde, je frotte ma jambe. Je me frotte le corps et je les écrase sur moi. Mais maintenant, on s'en va. On rentre chez nous. Mais oui, il y en a partout. Il y en a là, sur le rideau. C'est bon, tu l'as vu. Retourne-le. Il y en a sur... Aïe. Non mais personne nous avait dit que c'était comme ça. Moi, je serais pas venu. Hein. Attends, il y a supportable et supportable. Hein. Ah, c'est pas facile. Je suis pas une chochotte, mais faut pas déconner. Putain, le moment derrière.
Il me tourne, il veut me piquer. Je l'ai eu. Ah, j'en ai 3. Non, non. Et d'où ils viennent? Pourquoi il y en a 3? J'en ai que 2, mais il en reste Bon, j'en ai. 3. J'en ai 2 autres. Non, il y en a partout, man, il y en a partout. Écoute. Par la porte de derrière. Non, man, écoute, franchement, t'as pas de choses à faire, ça me fait pas rire. Je guette. Non, tu guettes pas. On n'a pas que ça à faire, les vidéos. On s'est presque endormi au moment où Coco et Christian, eux, repartaient parce qu'ils étaient pareillement Réveillés. infestés. Voilà, ils étaient réveillés. Eux, ils ont réussi à s'endormir, nous pas. Et à 4h du matin, j'ai dit à Manu, mais tant pis, on prend la route, je peux plus. Et on a fini par mettre de la bombe. Ouais, c'est pas très bon pour les poumons, mais c'était le seul moyen pour qu'on s'en sorte. Après en avoir tué une bonne centaine à la raquette et au Kleenex sur les vitres. Et c'était drôle parce que nos véhicules, ils étaient maculés de sang de moustique. Et on a fini par s'endormir de fatigue. Et Coco et Christian, eux, ont été réveillés. Donc ils ont pris la route avant nous en nous laissant un petit mot sur le pare-brise en disant on se retrouve à Inuvik. Techniquement, le Dempster Highway s'arrête, non pas au bord de la mer, mais dans un petit village qui s'appelle Inuvik. C'est plus qu'un petit village, c'est une petite ville. C'est une petite ville qui est constituée de maisons, mais aussi beaucoup d'installations techniques. Et il y a en particulier beaucoup de réservoirs de carburant. C'est une ville qui est accessible par voie de mer, autant que par voie de terre. Donc c'est un peu un lieu d'échange. C'est un des rares lieux assez largement peuplés du très grand nord. Et c'est là qu'on a fait étape pour la dernière fois, avant de véritablement aller jusqu'au bout de la piste. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'arrête pas de voir des skidoo partout. Oui, parce que les gens les laissent là pour la bonne saison. 80% du temps, en fait, ils peuvent se déplacer sur la neige. Voilà, donc ils ont leur skidoo qui attendent les neiges prochaines pour pouvoir repartir. Ça, c'est rigolo. On est vraiment chez les Esquimaux. Hein. Et puis ensuite de Inuvik, il reste le dernier segment, la dernière étape, environ 200 km à faire pour aller vraiment au bord de l'océan Arctique. Et donc, puisqu'on y était, certains font encore demi-tour là, mais nous on est allés jusqu'au bout. Alors techniquement, c'est plus la Dempster Highway, c'est une route qui porte un autre nom, mais en fait c'est englobé dans l'expérience Dempster Highway. Le paysage devient plus graphique dans un genre particulier, puisqu'il n'y a plus tellement de relief, donc c'est dans un genre très horizontal. Il y a surtout énormément d'eau dans le paysage. Il y a d'ailleurs, il suffit de regarder Google Maps pour s'en convaincre, il y a autant d'eau que de terre à cet endroit-là. C'est un mélange qui est sans doute lié à la présence, 9 mois sur 12 dans l'année d'une couche de glace et de neige qui fond un petit peu pendant l'été. Et donc c'est un paysage assez particulier. On va jusqu'à un petit village qui porte un nom indigène qui s'appelle Tuktoyaktuk. Alors déjà, rien que le nom fait un peu rêver parce que c'est un nom quand même assez sonore et inhabituel. Et l'arrivée à Tuktoyaktuk, c'est évidemment un grand moment. Non mais ça y est, man. Ah bon, ouais. On arrive. On arrive. Non, on a réussi. Arctique. Imaginez ça. On a rejoint Ushuaia. On a relié Ushuaia et l'océan Arctique. Incroyable. On est trop contents. Trop de vent pour les moustiques. Bisous. Trop bien. Bravo, mon chéri, de m'avoir emmené jusque-là. Oh là là. Et ouais, c'est le bonheur. Ouais. Enfin, c'est le bonheur d'avoir réussi à être là. Un sentiment d'accomplissement qui est considérable parce qu'en plus, sachant qu'on vient d'Ushuaia, là on est aux deux opposés, on sait qu'on va faire demi-tour, on sait
on l'a fait. Alors reste encore le retour, bien sûr, c'est une autre histoire. Puisque là... D'abord, on commence par traverser le village. Et ensuite, on va tout au bout, tout au bout, tout au bout. Mais on a savouré ce moment et on est resté, on a fait un très bon repas grâce à Christian qui nous avait préparé quelques spécialités et qui avait conservé pour l'occasion une bonne bouteille au frais. La fondue à Regardez ça. Totoyaktuk. Ils nous ont fait une surprise, on mange une fondue suisse mélangée à la fondue canadienne parce qu'il y a du fromage canadien. Elle va bien, allez-y. Au soleil de minuit. Ouais. Allez-y. Non, et puis là, on a un gros décalage avec la France parce qu'il y a 9 heures, donc c'est pas facile de s'appeler. Et là, on pouvait appeler les gens à 2 heures du matin parce qu'il faisait grand jour. Et c'était très drôle, ça. C'était un grand moment de tout notre tour du monde pour l'instant. Bien sûr, forcément. Alors j'ai essayé de faire un time-lapse du soleil de minuit, mais ce jour-là, c'était un peu l'exception. Ils avaient mis leur réveil à 3 heures du matin avec Christian. Nous, on n'était pas couchés parce que, en dehors des moustiques, c'est que c'est quand même pas facile de dormir quand il fait jour tout le temps. Hein. On dort avec des masques sur les yeux, mais quand même, l'organisme, il est vraiment perturbé. Manu ne dormait pas à 3 heures et je sais pas, tu t'es trompé de bouton ou... Non, c'est pas ça, c'est que j'ai bien réalisé le time-lapse, mais c'est une des seules journées où on a eu un couvert nuageux et donc on a passé une seule journée là à l'extrême nord à regarder en fait vers le nord parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que le soleil de minuit, ça se passe non pas à l'ouest ni à l'est, ça se passe au nord en fait. Et donc c'est là que la caméra était orientée, mais on voit que le soleil se couche pas puisque j'ai filmé en fait de 1 ou 2 heures avant à 1 ou 2 heures après le point le plus bas du soleil, mais pendant tout ce temps-là, le soleil a été derrière les nuages, mais on voit en tout cas la lumière ambiante qui ne s'est pas couchée. Et puis le lendemain matin, les gars, ils sont quand même allés tremper leur corre dans l'océan Arctique. Nous sommes baignés, nous avons pris beaucoup de plaisir. Non, ils ont trempé leur corps parce que c'est froid. Faut pas réfléchir. Allez-y. Allez, Christian. allez Christian. Allez. Non, mais tu verras bien par toi-même, vas-y. Dépêche-toi, il y a les moustiques. Et puis voilà, il était temps de repartir, donc forcément, voilà. Nous sommes repartis. Nous avons connu une grosse mésaventure sur la route du retour qu'on vous racontera la semaine prochaine. Je sais pas si on sera là la semaine prochaine. Hein. On va essayer. Oui, on sera là, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Mettez des likes, mettez des commentaires, il y en a de moins en moins. Pourtant, on répond. C'est important pour qu'on soit référencé dans YouTube. Parce qu'on l'est manifestement la première journée quand la vidéo sort, parce que c'est là qu'on a toutes nos vues et puis après on descend. Donc il faut nous aider à rester bien référencés dans YouTube. Bye.